puisque nous avons le plaisir d'écouter maintenant Corinne Payen, qui est directrice innovation au groupe Verallia. Et le groupe Verallia, c'est un gros acteur dans le verre creux en Europe, leader européen, présent dans 12 pays, également très présent forcément en France. Je crois que l'usine la plus proche, c'est Vorocrouy, probablement, oui, dans l'Aisne. Donc nous sommes heureux de vous écouter. Vous êtes ingénieur, diplômé des mines de Paris et également l'Université Pierre et Marie Curie en mécanique des fluides, transfert thermique, aérodynamique. Je m'arrête là. Ça va. Donc vous avez un fameux background scientifique, vous également. Mais voilà, nous sommes curieux de vous écouter. Merci de m'accueillir ici. C'est avec plaisir que je suis une passionnée du verre, donc c'est avec plaisir que je vais parler de... J'ai oublié de dire que vous avez un passé dans le verre plat. Oui, ça fait 24 ans que je travaille dans le domaine du verre. Un peu traîtresse, mais néanmoins, on vous écoute. Alors les flèches, elles sont là. Ok. Donc moi je vais vous parler de Verallia et puis alors ça sera en complément de ce que Fabrice a pu dire sur le secteur verrier. Donc nos enjeux, mais ramenés à l'échelle de notre entreprise, donc Verallia. Donc Verallia, on est un leader de l'emballage en verre. On est le numéro 1 européen. Alors emballage en verre alimentaire exclusivement. Donc nous on ne fait que des pots et des bouteilles pour l'alimentaire. Et donc numéro 1 européen, numéro 3 mondial. Juste pour situer à peu près le... Alors on a une belle histoire, aujourd'hui on considère qu'on a 200 ans de tradition verrière. Donc, et justement la première usine de Verallia, bon à l'époque bien sûr ça ne s'appelait pas Verallia, mais elle date de 1827 et celle de Voro, donc c'est à côté de Soissons, donc très proche d'ici. Et puis après, bon, on a grossi par croissance interne et par croissance externe aussi. On est une entreprise internationale. Hein. Alors la marque Verallia, évidemment, c'est notre particularité, personne ne connaît puisque nous sommes nous aussi en business to business, donc en fait on n'est pas connu du grand public, mais vous avez forcément chez vous des pots ou des bouteilles qui viennent de chez nous. Donc la marque Verallia a été créée en 2010. Parce qu'en fait, historiquement, on appartenait au groupe Saint-Gobain. Avant, on était Saint-Gobain Emballage, donc peut-être que pour certains, vous gardez encore ce nom-là en tête. Donc, on a été sorti du groupe en 2015. On a été vendu par Saint-Gobain en 2015. Et donc, depuis, on vit notre vie en toute autonomie pour notre plus grand bien, je dois le dire. Alors, aujourd'hui, on est un groupe, on est présent dans 12 pays. Ça représente 11 000 collaborateurs. Donc, on a quand même on a besoin de beaucoup de personnel dans nos verreries. On produit 16 milliards de pots à peu près annuellement, de pots et de bouteilles annuellement. Donc ici, j'ai entendu qu'au plus fort, on était à 1 million de bouteilles par an. Nous, on a une usine à Châlons, par exemple, qui est la plus grosse usine de verrière. Je crois que c'est une des plus grosses usines verrières, de tout notre business d'Europe. Nous, c'est 1 milliard de bouteilles par an. Donc, c'est pas tout à fait la même échelle. On a aussi 19 centres de traitement de calcin. Pour nous, c'est une ressource fondamentale. Le calcin, c'est notre principale matière première. Et donc, on a nous aussi nos propres traiteurs de calcin, puisque c'est quelque chose pour nous de fondamental. Alors, notre répartition sur les marchés, la grosse partie, c'est le vin tranquille. Hein, donc, c'est le vin. Chez nous, ça s'appelle ça le vin tranquille par opposition au vin pétillant. Donc, à peu près 30% de vin tranquille. Et après, c'est à peu près équilibré entre l'alimentaire, les boissons sans alcool, la bière, les spiritueux et donc les vins pétillants. Et à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires en 2023. Ce sera un petit peu moins en 2024 parce que le marché est un petit peu moins bon en ce moment. Donc je vous disais qu'on est un groupe mondial, donc on est essentiellement en Europe. Et on a quelques là, il y a un mélange de bureaux commerciaux et d'usines. Enfin, nos usines, elles sont au Brésil, au Chili, en Argentine. Et puis ensuite, on en a en Allemagne, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, en Italie et en France, bien sûr. Et alors aussi en Russie et en Ukraine. En ce moment, un petit peu plus compliqué. Et juste un petit focus sur Verallia France. Donc, on a 7 usines verrières en France. Donc la plus proche, c'est Voro. On en a une aussi à Wary qui fait que des bouteilles de champagne.
Donc je pense qu'une partie de la production d'ici a dû être transférée dans notre usine de Wary. Et on a aussi donc finalement et aussi dans les Hauts-de-France, on a une autre usine elle fait de la décoration sur verre, puisque on peut décorer nos bouteilles. On a des exemples, par exemple ici, si vous regardez la bouteille de champagne, là c'est la Belle Époque, hein, c'est une bouteille qui est assez connue. Bon, c'est aussi une chère bouteille de champagne. Donc celle-ci, elle est décorée, et ça, c'est fait dans notre usine de Pont-Sainte-Maxence, qui est au sud de Compiègne. Et on a aussi dans l'Aisne, on a aussi un centre de traitement de calcin à Rosé. Et donc vous voyez, c'est à peu près 2500 collaborateurs rien que sur la France. Hein, donc c'est quand même assez important. Et puis si un jour vous voulez reconnaître nos bouteilles et nos pots, vous retournez les bouteilles et vous cherchez le logo, le petit V, encadré. Et puis ici à côté, il y a la lettre qui va donner le pays. Et après, même dans le détail, vous avez des points qui vont vous donner l'usine. Mais bon, ça c'est vraiment pour les grands spécialistes. Et il reste encore quelques bouteilles qui sont encore avec le logo SG, puisque alors si vous achetez des bouteilles de vin qui sont assez anciennes, elles ont forcément été embouteillées dans des bouteilles qui ont encore le logo Saint-Gobain. Ça, c'est l'histoire. Donc voilà, c'est tout pour Verallia. Et maintenant, je vais passer vraiment sur les enjeux et les atouts. Alors, ça sera du complément par rapport à ce qu'a pu dire Fabrice. Mais donc, Verallia, nous, on est vraiment à cœur, on est passionné par notre métier et on s'est engagé en 2019 pour notre raison d'être, qui est de réimaginer le verre pour construire l'avenir durable. Donc pour nous, la durabilité, ça veut dire évidemment les réductions de CO2, mais les matières premières aussi, faire attention aux consommations de matières premières, avoir aussi intégrer les personnes aussi, c'est très important. Et donc on s'est engagé dans cette politique et aujourd'hui on l'axe sur 3 piliers. Le premier, c'est la circularité. Donc on verra, pour nous, la circularité, ça veut dire réduire, réutiliser et réemployer. C'est décarboner nos activités. Donc c'est typiquement le CO2, hein, ça c'est le gros problème du verre. Et puis après, un pilier sur les personnes. Et notre métier a cette particularité, c'est que nos usines sont proches de nos clients. Typiquement, on a une usine à Chalon-sur-Saône qui fait beaucoup de bouteilles de vin de Bourgogne. Elle est au cœur du vignoble bourguignon, donc on produit des bouteilles de vin de Bourgogne, par exemple. Et donc, on est vraiment au cœur on est dans un écosystème et pour nous, c'est très important. Je ne parlerai pas de ça ici, parce que c'est un autre sujet, mais je vais plutôt parler des 2 premiers points, qui sont donc la circularité et la décarbonation. Donc, on est nous aussi convaincus des bienfaits du verre. Donc pour nous, le verre, comme l'a dit Fabrice, c'est recyclable à l'infini, 100%, sans perte de qualité ni d'esthétique. Aujourd'hui, on a plus de 9 contenants recyclés sur 10 qui redeviennent des bouteilles et des pots en verre. Et puis, on a un des matériaux les plus recyclés en Europe, donc avec un taux de collecte de 80%. Et de loin, le verre est le meilleur matériau pour le réemploi, contrairement aux autres matériaux qui vont être assez... Alors, il y en a qui sont intrinsèquement ne pourront pas l'être, d'autres qui travaillent à l'être, mais avec beaucoup de difficultés. Le verre est inerte, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, alors, il est presque inerte. En fait, les migrations, c'est essentiellement du sodium, parce que notre verre, je n'ai peut-être pas dit, mais c'est du verre sodocalcique. Donc on a du sable, du sodium et du calcium, et on a des migrations de sodium. Enfin bon, le sodium, c'est pas dangereux pour la santé. Et puis c'est uniquement la première couche dans le verre, c'est vraiment la première couche de molécules qui va migrer. Pas de revêtement plastique et complètement imperméable. Vous n'avez pas de migration. Si vous mettez de la sauce tomate dans une bouteille en verre, vous pouvez la réutiliser pour mettre derrière du lait. Si vous la lavez bien entre les deux, votre lait ne va pas devenir rouge. Contrairement à d'autres matériaux où votre lait va prendre un goût de sauce tomate parce qu'il aura pris les odeurs. Et puis on est engagé dans la décarbonation. Donc on s'est engagé à une neutralité carbone en 2050, comme l'ensemble des industries. Mais on a une roadmap intermédiaire à 2030, je l'expliquerai un petit peu après. Juste, on a investi en France le premier four électrique, 100% électrique pour notre secteur. Donc un grand four. Il a été inauguré en avril et il a été démarré en avril et inauguré en septembre.
donc qui fait 170 tonnes par jour. C'est le plus gros four verrier 100% électrique pour notre verre. Et puis, donc ça permet de réduire de 60% nos émissions de CO2, ce qui est quand même non négligeable. Alors évidemment, il faut avoir de l'électricité bas carbone. Si vous avez de l'électricité... Aujourd'hui, les facteurs d'émission du verre, de l'électricité en France, il est très intéressant puisqu'on a beaucoup d'électricité nucléaire. Dans d'autres pays européens, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a certains pays voisins, il vaut mieux encore utiliser du gaz que de l'électricité. Parce que le facteur d'émission de l'électricité est supérieur à celui du gaz dans des pays pas très loin d'ici, comme l'Allemagne par exemple, ou l'Italie, pour ne pas les nommer. Et on travaille aussi, donc évidemment, on est très intensif en énergie. La meilleure façon de réduire nos émissions de CO2, c'est de travailler à réduire au maximum nos besoins en énergie. Et ensuite, c'est de décarboner les sources d'énergie et aussi de décarboner les matières premières. Et puis le transport, qui pour chez nous n'est pas la plus grosse part, mais évidemment, il faut quand même qu'on travaille à décarboner les moyens de transport. Je vais revenir un peu plus en détail sur ces sujets. Donc l'économie circulaire, c'est le cœur de notre industrie. Voilà. On part de la boucle vertueuse, infinie. Celle-ci elle est assez classique. Voilà, extraction et transformation. Puis on va produire, on va produire nos bouteilles. Elles vont être remplies, elles vont être consommées, elles vont être mises à la collecte. On va avoir un traitement du calcin parce qu'il faut le mettre en forme pour pouvoir l'utiliser direct dans nos fours. Puis ensuite, on repart à l'usine de fabrication de bouteilles ou de pots. Alors, pourquoi on recycle, c'est que, ça permet de réduire le recours aux matières naturelles, puisque vous n'avez plus besoin vous réutilisez du verre, donc il y a moins de matières naturelles. Si vous mettez 10 points de calcin en plus dans votre four, c'est 2,5% de consommation d'énergie en moins. Donc quand vous consommez des gigawattheures, enfin des térawattheures, 2,5%, ça commence à faire quelques mégawattheures au bout. Donc les réductions des émissions de CO2, c'est moins 5% d'émissions de CO2. Et puis évidemment, in fine, vous réduisez les déchets. Alors nous, Veolia, on est aussi engagé, alors comme on est membre de l'AFEV, on est engagé évidemment dans le processus Close the Glass Loop, mais on est aussi engagé dans des actions, on va dire, plus personnelles. Alors nous, aujourd'hui, on est plutôt à 54% de taux de calcin dans nos fours, tout pays confondu, y compris des pays où il n'y a pas de calcin, parce vous avez vu, on est au Brésil, on est en Argentine, on est au Chili, donc ce sont des pays où il y a très peu de calcin, donc forcément on en met très peu ou pas du tout dans nos fours, parce qu'il n'y en a pas. Donc on est quand même au global à 54% sur l'ensemble du groupe, donc ça veut dire qu'en Europe on est largement au-dessus de cette valeur-là, et on a un objectif de 59% pour 2030. Alors, on va sensibiliser nos clients aussi à l'utilisation. Alors, nos clients, donc c'est les gens qui vont remplir nos bouteilles à travers des glass cools. Et pourquoi on va les sensibiliser? Parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, là, vous avez une bouteille en verre blanc. Et typiquement, ces bouteilles-là, on est obligé de mettre du calcin blanc, donc qui va être trié optiquement, et on en a peu. C'est que dans ces bouteilles-là, on est plutôt autour de 20 à 40% de calcin. Quand dans une bouteille de champagne, on peut aller à 95% de calcin. Aujourd'hui, notre usine de Wari tourne régulièrement à 95% de calcin. Dans le verre blanc, on ne peut pas. Sauf que des clients, si vous leur dites votre bouteille, on va mettre un peu plus de calcin, le verre sera moins blanc, et il y a certains clients qui ne veulent même pas en entendre parler. Donc c'est là où on va les sensibiliser, soit à avoir du verre blanc moins blanc, soit à carrément changer de teinte. Et c'est ce qu'on a fait par exemple avec un client italien, où on l'a convaincu de mettre sa sauce tomate ou de mettre dans un verre blanc, de la mettre dans un verre vert. Et au final, ça passe. C'est pas un souci, mais il y a quand même un problème d'éducation des personnes. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important de pouvoir travailler avec nos clients. Et derrière les clients, bien sûr, c'est les consommateurs, puisque à la fin, celui qui fait l'acte d'achat, c'est le consommateur. Soit dit en passant, le verre de couleur est bien plus protecteur des aliments, puisqu'il protège de l'altération de certaines molécules à la lumière. Si vous êtes amateur de vin, peut-être que vous connaissez le goût de lumière. Si vous achetez des bouteilles de vin dans un verre blanc,
surtout, stockez-les à l'abri de la lumière, parce que sinon, ou même la bière, ça va prendre un mauvais goût. Et donc, le verre de couleur est beaucoup plus protecteur. Donc ça, c'était la partie recyclage. Maintenant, on va parler de la partie réduction. Et là, c'est l'allègement. Alors moi, quand je suis arrivée en 2014 chez Veralia, quand on parlait d'allègement, on vous regardait comme un extraterrestre, puisque effectivement, on avait la notion, le poids, c'est la qualité, c'est le luxe. Alors là, on est en train de changer. Ce paradigme est en train de bouger. Et on voit que les clients commencent à se dire que finalement, c'est pas la bonne signature et qu'il faudra aller vers du plus léger. Alors, chez nous, on est engagé depuis 2009 dans un programme ECOVA qui est de l'allègement, on va dire, de proximité, c'est-à-dire qu'on réduit petit à petit les poids des articles. Et puis, on a lancé l'année dernière, fin octobre 2023, on a lancé une bouteille dite Air, où là, on a repoussé les limites de l'allègement. Alors, un petit peu plus dans les détails. Donc là, vous voyez un petit peu notre roadmap sur ECOVA. On parlait du champagne tout à l'heure. Alors, il y a encore peu, la bouteille de champagne faisait 900 grammes. Ça, c'était ce qui était demandé par le comité champagne. Nous, on avait sorti déjà, il y a je ne sais plus combien d'années, la bouteille ECOVA à 835 grammes. Il a fallu 15 ans au comité champagne pour la valider. Ça faisait 15 ans qu'on la commercialisait, mais il aura fallu 15 ans pour la valider officiellement. Et là, on a sorti une bouteille à 800 grammes qui est vendue. On a un champenois précurseur qui l'a prise, à qui on l'a développée. Donc, vous voyez, des fois, on peut être moteur, mais il faut que derrière tout le système se mette en marche. Mais quand on y croit, on y arrive. Alors là, il y a tout un exemple de gamme où on a allégé. Vous voyez, c'est pas forcément énorme, mais c'est petit à petit, on va gagner comme ça du poids. Et puis donc la fameuse bordelaise Air, 300 grammes. Donc elle a été lancée donc, je disais, en 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, à peu près, les bouteilles en général en Europe, elles font 450 grammes. Donc 300 grammes, ça fait 33% de poids en moins. Alors là, bon, on a 69 tonnes de CO2 pour chaque million de bouteilles fabriquées. Bon, ça peut vous pouvez dire, bon, 69 tonnes, c'est rien. Mais on ne fait pas que 1 million de bouteilles à l'année, hein, on en fait beaucoup plus. Donc forcément, si vous multipliez ça avec d'autres articles, ça permet à la fin quand même de gagner quelques tonnes. Et en plus, on a pu mettre beaucoup de calcin dedans, donc on n'a pas détérioré par ailleurs le taux de calcin. C'est une bouteille qui a été primée, bon, je vais passer là-dessus, c'est pas très important, mais voilà, on a eu quand même des reconnaissances du milieu sur l'intérêt de cette bouteille. Et si vous regardez la bouteille, elle ressemble bien à une bordelaise. Hein, ça reste une bouteille de vin typique du vin de Bordeaux. Et enfin, le dernier R, c'est le réemploi. Donc, le réemploi dans un système mature, c'est-à-dire que tout l'écosystème est bien développé. Alors évidemment, avec une certaine localité, on ne peut pas faire du réemploi. Le champagne qui part à l'export en Chine ou au Japon, les bouteilles ne vont pas revenir se faire remplir en Champagne, on est d'accord. Mais on peut aller jusqu'à diviser par 4 les émissions de CO2. Ça, c'est tout compris. C'est-à-dire que la bouteille, une première fois, est remplie, elle est vendue, consommée, elle va être lavée. Enfin, le consommateur la donne à un collecteur qui va la laver et qui va la ramener chez le champenois, qui va la re-remplir. Et voilà, donc c'est tout le circuit, hein, c'est tout compris, c'est pas juste le verre, c'est tout le circuit compris. Donc on est à moins 75% de CO2. Donc on voit que c'est quand même très très intéressant comme pour la planète, en tout cas, c'est vraiment une voie à suivre. Donc pourquoi on disait tout à l'heure que le verre c'était le matériau pour le réemploi par excellence, hein. C'est son inertie, c'est sa résistance, il est facile à laver. Alors, typiquement, les laveurs, hein, les collecteurs, quand ils lavent à 80 degrés avec de la soude. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a plus grand-chose, il ne restera rien dedans. Il est transparent et il est rigide. Donc, il se prête bien au circuit de réemploi. Et puis, voilà, on a aussi les fameuses réglementations. Alors, on a la fameuse PPWR en Europe, hein, qui va obliger à 10% de réemploi. Alors, sur un périmètre limité aujourd'hui qui est l'eau minérale, les boissons sans alcool, la bière et le cidre. Mais bon, c'est déjà un début. Ça veut dire que presque demain, dans votre rayon, si vous allez au rayon bière, des bouteilles en verre, alors
pas que le verre, mais si les bouteilles en bière, normalement 10% devront être réemployables. Et en France, on a la déclinaison de la loi AGEC qui a un objectif, elle, de 10% de réemploi en 2027. C'était pour tout segment de marché, mais elle n'est pas contraignante. Elle est seulement, on va dire, indicative. Aujourd'hui, on est un peu en retard sur ces 10% en France. Et puis voilà, quelques exemples d'offres d'articles réemployables. Alors vous voyez, le réemploi, ça se fait encore au Brésil, par exemple. C'est pas que européen. Il y a des pays qui ont gardé... L'Allemagne a traditionnellement gardé pas mal de réemploi. Nous, on avait quasiment tout abandonné, sauf peut-être quelques régions en Alsace, proches de l'Allemagne, justement. Mais en France, on a complètement abandonné cette activité, alors qu'on l'avait, jusque dans la fin des années 70, on avait du réemploi. Et donc, on est vraiment moteur pour ça, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de produire des articles qui peuvent être employables. On a aussi fait des reuse labs dans les pays pour montrer l'intérêt, parce que le problème du réemploi, c'est qu'il faut recréer tout l'écosystème. Nous, on est juste une petite partie de tout l'écosystème, et donc il faut que tout le monde s'aligne, et c'est pas uniquement le verrier qui peut piloter le réemploi. Notamment, on a investi dans un laveur là, en France, du côté de Nantes, par exemple. C'est partie des exemples pour montrer notre implication. C'était tout pour la partie circularité. Alors maintenant, décarbonation. Donc nous, on a une roadmap décarbonation qui a été certifiée SBTI, donc Science Based Target, donc qui est pour nous avec limitation du réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré. Donc c'est issu de la COP 21 des accords de Paris. Et donc ça se traduit chez nous par moins 46% de nos émissions de CO2, scope 1 et scope 2. Alors j'ai une petite slide derrière pour vous réexpliquer ce que sont les scopes si jamais vous n'êtes pas familier de cette terminologie. Donc en 2030 par rapport à 2019. Et on a 3 leviers majeurs pour atteindre cet objectif. C'est augmenter les matières premières à faible teneur en carbone. C'est réduire les consommations d'énergie, c'est vraiment les optimiser. Avoir des fours qui utilisent des énergies bas carbone. Et ensuite, c'est augmenter les énergies renouvelables aussi à four bas carbone, à faible teneur en carbone. Donc là, juste pour rappel, si vous ne connaissez pas, donc en fait, en termes de CO2, on parle en général de 3 scopes. Alors, nous, en tant qu'industriels, ce qu'on maîtrise bien, c'est notre scope 1. Donc c'est le scope 1 direct, c'est l'énergie qu'on met dans nos fours et c'est les matières premières qui sont carbonées, qui se décarbonent. Le scope 2, pour nous, c'est le facteur d'émission de l'électricité. On n'utilise pas de vapeur industrielle, donc c'est essentiellement pour nous les émissions liées à l'électricité. Et le scope 3, c'est tout le reste. Donc ça va être la logistique amont-aval. Quand on achète les moules, c'est l'énergie, tout le CO2 qui a été émis pour fabriquer les moules, pour les faire arriver jusque chez nous. Voilà, le scope 3, c'est tout le reste. Donc nous, à moins 46%, scope 1 et 2. Donc l'année de référence, je vous disais, c'est 2019. Donc l'ensemble, alors aussi particularité de Verallia, l'engagement de CO2, en gros, il y a guère que l'Europe, en tout cas par rapport au pays où on est, il n'y a vraiment que l'Europe qui est vraiment engagée sur cela. Mais nous, néanmoins, on engage l'ensemble de notre groupe. C'est-à-dire que le Brésil, le Chili, l'Argentine, mais on a aussi l'Ukraine qui est engagée dans cette réduction. Donc on s'est engagé pour l'ensemble du groupe. On émettait à peu près 3 millions de tonnes de CO2 en 2019. On avait un premier objectif intermédiaire à 2025 qui était de faire moins 15%. Et c'est en absolu, c'est-à-dire que si on augmente nos capacités de production, on n'augmente pas pour autant nos tonnes à émettre. C'est-à-dire que ce n'est pas en intensité, ce n'est pas en pourcentage de CO2, mais c'est en absolu. Ce qui fait que si on doublait notre production, on n'a pas le droit de doubler pour autant nos émissions de CO2. Donc on avait un premier point intermédiaire à 2015 qui était à moins 2025 à moins 15%. Et en 2023, on a déjà dépassé cet objectif. Donc on est plutôt sur la bonne voie. Et donc avec un engagement net zéro en 2050. Donc concrètement, comment on fait ? La première étape, c'est de décarboner les matières premières. Donc nous,
Pour notre verre sotocalcique, on a besoin de porteurs de calcium et de sodium qui sont à la fois des fondants et des affinants, ce qui permettent de réduire les températures de fusion et d'affiner le verre. Et donc, on utilise des porteurs qui sont des carbonates, donc du calcaire et du carbonate de sodium, et du carbonate de sodium. Pour le calcaire, on a des alternatives qui permettent d'en utiliser moins et donc d'avoir des matières premières qui ne sont pas carbonées. Donc on est en train de déployer ça pour le verre de couleur. Pour le verre blanc, c'est un petit peu plus compliqué parce que souvent ces matières premières alternatives contiennent du fer. Et le fer, si vous mettez du fer dans le verre, il est plus blanc, il devient vert. Donc ça limite un peu son usage. D'où l'intérêt d'éduquer nos clients à prendre du verre blanc, moins blanc, parce que du coup, ça nous permet aussi, non seulement de mettre plus de calcium, mais aussi d'utiliser des matières premières décarbonées qui apportent un peu de fer. Et puis carbonate de sodium, donc là on a des essais qui ont été faits avec une matière alternative dans notre labo, et on a un test industriel qui a lieu en ce moment. Ensuite, c'est l'optimisation de l'efficacité énergétique, donc qui passe aussi par les technologies des fours. Donc on a 4 typologies de fours. Aujourd'hui on a des fours à boucle, donc qui sont des fours à air et qui utilisent du gaz comme combustible. Alors aujourd'hui on est à peu près à 90% de gaz et 10% d'électricité. C'est ce qu'on utilise en moyenne dans nos fours. L'objectif, donc une première étape de ce qu'on appelle faire des fours super boostés, c'est de monter l'électricité à 25%. Ça permet de garder en fait les mêmes types de fours que ceux qu'on a aujourd'hui, mais de monter la part électrique. Après, vous pouvez aussi passer avec de l'oxygène. Donc, passer au lieu d'avoir un comburant air, passer à un comburant oxygène. Ça permet aussi de réduire un peu plus les consommations d'énergie. Donc, les 2 premières technos sont opérationnelles. Donc, c'est juste du déploiement. Nos fours ont une durée de vie d'entre 12 et 15 ans. Donc, forcément, on va renouveler nos fours au fur et à mesure qu'ils sont en fin de vie. On ne va pas casser un four qui a 5 ans pour le remplacer par une nouvelle techno. Donc on a 65 fours dans notre groupe, on en répare à peu près entre 5 et 6 par an. Donc vous voyez qu'on a à peu près 10 à 12 ans de temps de mutation en fait, de tout notre footprint industriel. Ensuite on a le fameux four hybride, donc là on est plutôt à 80% d'électricité, qui sera aussi un four oxygène. Donc là on a un pilote à Saragosse qui va démarrer, alors là il est mis 24, en fait ça devait être fin 2024, ce sera plutôt début 2025. Et on en a un autre à Saint-Romain-le-Puy, c'est une usine française qui est à côté de pas très loin de Saint-Étienne, qui sera plutôt pour 2026 du coup, qui est reporté d'1 an aussi. Et on devrait commencer à déployer à partir de 2027-2028, parce que pour nous ça ce sont des pilotes industriels qui doivent montrer la faisabilité, et donc on a encore des verrous technologiques à lever dessus. Donc on attend d'avoir les premiers résultats avant de les déployer. On ne peut pas déployer aujourd'hui, on n'est pas prêt, c'est pas une techno qui n'est pas mature. Et puis le four électrique, donc ce qu'on appelle les fours voûtes froides. Et ça, on a le premier pilote qui est opérationnel à Cognac, et on en fera d'autres à partir de 2027 aussi. Bon, enfin vous avez les gains qu'on peut avoir avec les émissions en fonction des différents types de fours. Donc tout ce que je vous ai parlé d'électrification, évidemment il faut l'électricité bas carbone, puisque en fait pour nos besoins, notre roadmap, on va multiplier par 4 nos besoins d'électricité. Donc si vous avez de l'électricité qui n'est pas bas carbone, notre roadmap pour le CO2 n'a plus de sens. Donc quand on dit bas carbone, selon les pays, ça peut être du nucléaire ou sinon du renouvelable. Donc on est à 59% aujourd'hui, il y a notre électricité qui est bas carbone ou renouvelable. Et on a une roadmap pour être à 90% en 2040. Bon, nous on a une industrie continue. L'électricité renouvelable par définition elle est intermittente, donc de toute façon on peut pas si vous mettez des panneaux photovoltaïques c'est très bien, mais la nuit ça fonctionne pas, donc vous ne pouvez pas compter que sur ça pour pouvoir être en renouvelable. Et j'ai une dernière slide qui est l'énergie renouvelable. Donc là on va passer par tout ce qui est biogaz. Le biogaz en général c'est un biométhane, donc pour nous ça change rien. C'est juste que l'origine de la molécule de méthane n'est pas la même, mais ça ne change rien, en tout cas dans le point de vue industriel. Après, on a tout ce qui s'appelle des biofuels, comme le BHO, qui est un résidu, qui est un déchet en fait, de l'industrie du biodiesel. Donc ça, c'est pareil, ça peut permettre de substituer l'hydrogène. On a fait des essais à Saragosse, dans notre usine espagnole.
On a aussi là quelque chose qui va démarrer à Essonne avec en fait c'est un gaz qui est un déchet d'une autre industrie qui est à côté, qui va contenir 50% d'hydrogène. Mais l'hydrogène vert, c'est une question de disponibilité en fait. Tant qu'on n'en a pas de disponible, au-delà, il y a aussi le coût évidemment, mais on a un problème de disponibilité d'hydrogène vert. Donc pour nous, c'est pas le cœur de notre roadmap, c'est plutôt un complément et basé sur des opportunités qui seront locales. Et puis donc le mix énergétique, vous voyez, on était en 2022, on était plutôt allé à 80% d'énergie thermique et même pas 90% d'énergie thermique et 10% d'énergie électrique. Et progressivement, on va à la fois réduire les besoins et on va basculer vers un 70-30. En conclusion, vous voyez qu'on a des gros challenges techniques, à la fois chez nous, mais on a aussi besoin d'avoir c'est un monde qui bouge, on a des clients qui doivent bouger, on doit les accompagner, les aider. On accompagne les roadmaps CO2 de nos clients, puisque eux aussi ont des objectifs de réduction de leur CO2. Donc en fait, tout ça, ça marche ensemble. Et j'ai fini. Merci Corinne.